Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 23 mai 2023. Il y a des 23 partout. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Écoutez, comme je sens qu'on va devoir encore patienter un certain temps avant le prochain bull run, je vous propose que d'ici là on se fasse des petits cadeaux. Alors moi je vous fais mon cadeau. Je commence par le mien. Moins 60%, chers amis, pour le premier mois, notre service Cryptos Research via un Discord, service sur lequel vous me retrouvez chaque matin, ainsi que 4 experts des fondamentaux crypto. C'est valable pendant 48 heures. C'est valable pendant 48 heures. Vous avez toutes les infos dans la description. Et, comme je vous aime bien, j'ajoute un petit cadeau supplémentaire, une place pour l'airdrop d'Access Protocol de 20 000 ACS, réservé aux 100 premiers inscrits à notre offre du jour. Alors, chers amis, nous attaquons le briefing. Un air de déjà-vu. Oui, un air de déjà-vu. Alors, je vais la faire courte cette semaine. Enfin, je vais essayer de la faire courte. J'ai un plan à suivre. Vous savez, moi, j'aime bien les comparaisons de chartistes. Je vous avais proposé une comparaison. D'ailleurs, ça tient la route encore maintenant. Avec le cadre hebdomadaire du mois d'août 2020. Ça tient plutôt la route encore. On est dans cette phase de pullback. Le RSI est revenu sur 50, c'est propre. Je vais vous proposer une comparaison avec le cadre technique journalier de septembre 2021, où à l'époque s'opposait l'épaule tête-épaule ou une correction en 3 temps ABC avec un A égale C parfait. Le marché a fait un A égale C récemment, en tenant les 26 000 $. Et là, nous sommes exactement dans la même opposition. C'est valable pour Bitcoin, c'est valable pour Ethereum, c'est valable pour plein de jetons. Reste à faire le choix. Activer la comparaison avec septembre 2021 en dépassant la résistance, ou on ne la dépasse pas la résistance, c'est 27 500 sur le cours du Bitcoin, on ne la dépasse pas, on ira chercher de la liquidité plus bas. Je vais vous montrer l'ensemble de ces éléments. Donc, un air de déjà-vu. Donc, j'essaie de la faire courte et je compte sur vous. Une fois, j'avais apprécié, j'avais regardé, quelqu'un dans les commentaires avait fait une synthèse de ce que j'avais proposé dans le contenu de la vidéo. Voilà, eh bien, je sélectionnerai la meilleure synthèse. Allez, c'est parti. Chers amis, on attaque directement par... alors, c'est le thème d'inquiétude fondamentale du moment. Le thème d'inquiétude fondamentale du moment, le plafond de la dette US qui n'est toujours pas relevé. Alors, bon, quelques rappels pour certains qui... Vous savez, aux États-Unis, il y a un plafond légal de la dette. Plafond légal de la dette qui est fixé par le Congrès des États-Unis, Chambre des représentants, Sénat des États-Unis. Et donc, l'État fédéral américain fait régulièrement de la dette, comme la France, c'est la somme des déficits budgétaires. Et lorsque ce plafond est atteint, l'État il est obligé de fermer parce qu'il n'a plus d'argent. Alors, il y a des entrées fiscales, oui, très bien, mais beaucoup aussi de ses dépenses quotidiennes se font via de la nouvelle dette. Donc, ce plafond légal, il sera atteint autour du 1er juin, selon Janet Yellen, secrétaire au Trésor des États-Unis. Sauf que pour relever ce plafond de la dette, il faut un accord de la Chambre des représentants, du Congrès américain, et en particulier de la Chambre des représentants, qui est actuellement dominée par les républicains. Et les négociations se poursuivent entre Biden et Kevin McCarthy. Écoutez, pour moi, c'est un faux sujet, pour plusieurs raisons. D'abord, je pense qu'il y aura un accord, et quand bien même il n'y aurait pas d'accord, quand bien même le gouvernement américain fermerait un shutdown, eh bien, dans le passé, il y a eu 6 exemples de shutdown. Il n'y a pas eu de krach boursier. Oui, il y a eu, je vais vous montrer, j'ai tout reporté sur TradingView, il y a eu des baisses de 2 à 3%, mais voilà, mais il y aura un accord. Donc c'est un faux débat. Ça, c'était la première chose dont je voulais parler. Enfin, faux débat, j'exagère un peu. J'exagère un peu parce qu'il est vrai que le montant de la dette fédérale américaine est astronomique. Vous avez ici l'évolution de la dette publique fédérale américaine. Le dernier shutdown avait eu lieu en 2013. Et c'est vrai que depuis, la dette est passée de 16 000 milliards à 31 000 milliards. Regardez l'impact du Covid sur la dette publique américaine. Elle est passée de 23 000 milliards à 31 000 milliards de dollars. On peut exprimer cette dette en pourcentage du PIB. Et là, on se rend compte, ici à l'époque de l'impact du Covid, l'explosion de la dette publique aux États-Unis. Bon, alors ça, je pense que d'ici le 1er juin, un accord sera trouvé. Je me suis quand même amusé à reporter ici sur ce graphique de l'indice S&P 500 les périodes de shutdown du gouvernement fédéral américain depuis le premier qui avait eu lieu en 1973 ou non 76. Bon voilà, il y a eu des petites baisses, parfois il n'y a eu aucun impact significatif. Voilà, tout simplement parce que la durée moyenne d'un shutdown c'était à peine quelques jours. Donc voilà, alors c'est quand même le thème d'inquiétude fondamentale du moment, je vous remontre ça. Je suis sur Google Trend, j'ai tapé Debt Ceiling pour plafond de la dette et effectivement, les recherches explosent. Ça reste donc le sujet majeur du moment. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que pour montrer à quel point c'est très important ce genre de choses, je vais taper Bitcoin et je vais montrer que les précédents bull run, enfin, ce qui valide vraiment un bull run, c'est lorsqu'on a l'explosion, l'arrivée massive
de la masse sur Bitcoin, et là, via les recherches, les recherches sur Google Trend permettent de bien mesurer ça. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais c'est normal, parce que le bull run, il arrivera lorsque on fera sauter les 35 000 $. Ça, je vous en ai parlé la semaine dernière. Et voilà, alors quand est-ce qu'on fera sauter ces 35 000 $? Moi, je pense que ça arrivera avant la fin d'année. Ça, c'est ma conviction forte. Maintenant, d'ici là, on verra bien. Justement, c'est pour ça qu'on est là pour en parler chaque mardi. Toujours du côté des fondamentaux, mais je ne vais pas y passer 30 ans. Cette semaine, mise à jour de l'inflation aux États-Unis, selon l'indice des prix PCE. Attention, il est attendu stable, parce que c'est les chiffres d'avril. Mais voici de quoi être optimiste. La meilleure façon d'anticiper l'inflation US, c'est le site Trueflation. Et Trueflation s'effondre. Trueflation s'effondre. Et toutes les composantes de l'inflation continuent de s'effondrer aux États-Unis. Donc ça prend du temps à être reporté dans les indices. Ces données-là de Trueflation, il va falloir attendre 2 mois pour qu'elles soient dans les indices officiels d'inflation. Donc un peu de patience et ne soyez pas stressés si cela bien sûr vous stresse, ne soyez pas stressés, paniqués. Si jamais vendredi l'inflation devait rebondir selon le PCE, car il est archi en retard et en plus ce sont les chiffres d'avril. Alors, bonne nouvelle pour le marché action, pas forcément pour l'indice S&P 500. L'indice S&P 500 qui teste toujours les 4200 points, j'estime que c'est la frontière technique entre bull et bear market, on n'y est pas. Non, la bonne nouvelle, c'est le retour de la surperformance du Nasdaq. Je vous ai montré ça la semaine dernière. Et en hebdomadaire, il fait exactement comme Bitcoin, avec probablement un peu d'avance. Il est entré dans le nuage en hebdo, la lagging span s'est libérée les Kijun et on fonce vers le haut du nuage. Allez, regardez rapidement la situation technique de Bitcoin en hebdomadaire. On est rentré dans le nuage, sauf qu'on fonce pas vers la partie haute, mais on finira par y aller. Et la lagging span a dépassé la Kijun. Donc ça c'est la comparaison avec août 2020. Attention, je ne compare pas avec le bull run, je compare la phase de pullback ici avant la reprise, je compare la phase de pullback ici avant la reprise. Ça tient toujours la route. Mais revenons à nos moutons. Le Nasdaq, oui, j'ai dit que je faisais court cette semaine, donc forcément, si je fais court, je maintiens un train de parole assez élevé, mais suffisamment long pour que vous puissiez m'écrire cette petite synthèse. Donc voilà, alors le Nasdaq, il est là, il est bien, je vise en haut. Alors oui, on peut toujours retracer, très bien, mais après, franchement, l'analyse technique, c'est tellement beau. Honnêtement, moi, enfin, je n'imagine tellement pas, mais si franchement un jour, je me lève un matin qu'il n'y a pas de cotation, qu'est-ce que je vais faire de mes journées, quoi? Voilà, première chose que je fais le matin, c'est je lance TradingView et je regarde où est le marché. Et c'est bien, avec les cryptos, ça cote le dimanche. Donc en fait, voilà, on peut pas m'enlever ça, quoi. Je serais très très mal. Bon, il faudrait une cure de désintox. Bon, alors en tout cas, en données journalières, voilà, je remonte le Nasdaq, le Golden Cross du Covid, le Death Cross de la guerre en Ukraine, le Golden Cross récent, voilà, c'est propre, c'est beau. Et tout ça, c'est bien parce que en fait, c'est corrélé positivement au marché crypto. La preuve en est l'analyse technique du ratio Nasdaq S&P 500 qui est aussi magnifique. L'entrée dans le nuage, on vise la partie haute, la lagging span qui s'est libérée de la Kijun, le RSI sur 50. Il y a quand même beaucoup de points communs, je trouve, entre l'ensemble de ces petites choses. Alors, voilà, un air de déjà-vu. Alors, l'air de déjà-vu en données hebdomadaires, ça, je vous en ai déjà parlé. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'air de déjà-vu en données journalières. Alors, revenons dans le passé. Regardez à l'époque ce qui s'était passé ici. C'était donc le rebond de l'été 2021. Et puis là, tout le monde voyait. Alors, il y avait les baissiers qui disaient épaule, tête, épaule. Et les haussiers qui disaient, ici, falling wedge, un biseau descendant. Donc, vous aviez... Attendez, je vais retirer ça. Voilà, boum, 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 bim, bim. Voilà, il y avait donc les haussiers, ils étaient comme ça à fond. C'est un biseau, ça va exploser à la hausse. Boum. Et ceux qui disaient non, épaule, tête, épaule, on coule. C'est exactement le même débat. Il y a ceux qui disent épaule, tête, épaule, ou ceux qui disent ici la configuration en falling wedge, qu'on voit d'ailleurs aussi très bien sur ETH. Et donc ce qui est intéressant justement dans cette comparaison, c'est que si jamais c'est vraiment un 3 temps falling wedge, donc A, B, C ici, et ici j'ai mis une extension de Fibo, on a du 1 pour 1. Donc ici, le 12 mai, on a fait un A égale C. Donc, sauf que c'est pas validé. Pour valider ça, pour valider la comparaison, il faut dépasser une résistance. Moi, je la situe, allez, c'est 27 500, 28 000. En gros, s'il y a une cassure technique haussière journalière des 27 500, 28 000, on remonte à 32. Voilà mon opinion. S'il y a une cassure technique haussière en données journalières de la résistance des 27 500, 28 000, on remonte à 32. On ira même probablement chercher de la liquidité à 35. Par contre, voilà, tant qu'on reste sous la résistance, ça reste ce gap.
Ça reste ce gap du 13 juin. On peut aller chercher de la liquidité plus bas. C'est ce que j'appelle le cas numéro 2. Alors forcément, le cas numéro 3, c'est que j'ai faux sur tous les deux, j'ai faux partout et qu'en fait, on ira... Alors, mais le cas numéro 2, c'est d'aller chercher l'objectif théorique de l'épaule tête-épaule, d'aller chercher la trendline, d'aller chercher cette zone. Je vous remontre ici les données de professeur Shane, que vous retrouvez d'ailleurs sur notre groupe privé Cryptos Research, avec la répartition de la liquidité, où on voit bien que ce soit le volume dérivé ou spot, on est vraiment, les poches de liquidité sont vraiment vers la zone des 23-24 000 dollars, les toutes premières zones de liquidité importantes, alors qu'à la vente, c'est vraiment la zone des 35 000, ce qui confirme la zone chartiste que je vous ai montré la semaine dernière. Soit on fait ça, alors par contre, si c'est ni le cas 1 ni le cas 2 et que je suis complètement invalidé, c'est qu'en fait on casse tout ça et qu'on va combler qu'on va combler ce gap qui a été ouvert ici le 13 mars. Mais si on le comble, c'est qu'on lui enlève sa nature de rupture, alors que c'était quand même le gap de la crise bancaire. Là, ça veut dire qu'on retourne tout en bas, qu'on retournera à 18 500. Voilà, donc ça c'est les cas possibles. Donc, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'un air de déjà-vu technique, ces incertitudes, ces cas possibles, on les a déjà vus dans le passé. Maintenant, c'est au marché de faire son choix sur la base d'une clôture technique. Et là, pour l'instant, il n'a pas cassé de résistance. Il n'a pas cassé de résistance. Donc, c'est ça que vous devez retenir. Ce n'est que mon avis, en tout cas. Alors, bon, dans les choses qui vont dans le sens du cas plutôt falling wedge, c'est le fait que les données de funding montrent qu'il y a toujours une large majorité de shorts et que moi j'ai une lecture contrarienne de ces données de funding. Ensuite, chacun les a. Je suis allé regarder les taux actuels aussi ce matin et ça reste toujours une majorité de shorts. Alors, le cas hebdomadaire, alors oui, encore une fois, la zone actuelle, la clôture hebdo, la dernière, il est impératif de tenir la moyenne mobile à 200 semaines, que vous avez ici en bleu. Et voilà, on peut se satisfaire que la semaine dernière, elle est encore tenue. Voilà, nous en sommes toujours là. Et avec toujours la comparaison de RSI ici en hebdo avec le mois d'août 2020. Alors, donc ça c'est... Et oui, et donc je voulais aussi vous remontrer, c'était ici, ouais, donc l'Ishimoku Hebdo, je vous l'ai déjà montré, le fait d'être entré dans le nuage, le fait de voir la lagging span qui s'est libérée par dérive latérale de la Kijun, et je trouve qu'on peut faire... Finalement, on peut faire cette... Dans le cas idéal, puisque la comparaison tenait la route ici avec le Nasdaq Composite, voilà, on voit ce que finalement le Nasdaq Composite a fini par faire. Donc ça, ce serait vraiment une comparaison qui serait superbe. Si Bitcoin pouvait faire avec retard ici ce qu'a fait le Nasdaq Composite. Alors, je continue, je récupère mon plan. Oui, alors maintenant, on passe au cours de... Alors, ETH. Alors, plusieurs choses sur ETH. Tout d'abord, de la même façon, le cadre technique hebdomadaire, c'est le même topo. Regardez, on est entré dans le nuage, la lagging span a brisé Kijun, elle dérive à plat. L'idée, c'est tant qu'on s'y maintient, c'est d'aller chercher la partie haute. Vraiment, c'est on a ce modèle d'évolution sur le Nasdaq Composite. Je trouve qu'il est intéressant en termes de comparaison. Donc là, je suis sur le contrat futur ETH. De la même façon, le RSI se maintient au-dessus des 50. Et donc, voilà. Alors, cette hypothèse technique en biseau descendant, je trouve, tient aussi la route sur ETH. Finalement, c'est la même approche que je vous ai présentée la semaine dernière. À l'image des 25 000 dollars, 24-25 000 dollars, qui est la zone cours de clôture et mèche haute pour le cours du Bitcoin, ce sont les 1700 dollars pour ETH. Pourquoi ? Parce que il ne faut pas à la fois, pour maintenir la trajectoire haussière du début d'année, il ne faut pas en vague d'Elliott que la 4 enfonce le sommet de la 1, c'est 1700 dollars. Il ne faut pas en chartisme enfoncer cette ligne de tendance. Donc ça, c'est une première chose. Il ne faut pas en Ishimoku voir un marché basculer sous la SSB et la lagging span briser la Kijun. Donc en fait, tout montre que cette zone de prix est majeure. Et puis on a aussi donc cette hypothèse de structure en falling wedge qui rappelle, alors à l'époque c'était pas un falling wedge qu'on avait fait ici à l'époque, mais regardez sur Ethereum, certains voyaient tête-épaule et la cible théorique beaucoup plus basse, voilà, et d'autres disaient non, c'est une structure de compression et on en était sorti par le haut. Bon, voilà. Donc on a ce schéma de septembre 2021 qui voyait l'opposition entre épaule-tête-épaule ou petite figure de compression de continuation haussière, c'est vraiment le débat du moment. Même si là sur ETH c'est moins visible l'épaule tête-épaule, c'est surtout sur BTC
que le débat a lieu. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est le BTC quand même qui reste le patron. Toujours à propos de Falling Wedge, de biseau descendant, ça va être un peu le terme du jour. Eh bien, je vous reconfirme justement, moi, ce que j'anticipe, ma structure sur ETH BTC. Je radote chaque semaine, je sais, mais bon, bah, ça se confirme. Donc là, on arrive vers la partie haute, on verra. Mais ça, je pense que lorsque le marché... Parce qu'il y en a qui attendent un retour ici. Moi, j'y crois pas trop, mais bon, peut-être que le marché choisira cette voie, hein, il fait ce qu'il veut. Mais je note quand même cette compression que je trouve intéressante en termes de potentiel moyen terme. Et j'invalide toujours... la validation, c'est toujours en cas de sortie par le bas. Mais donc ça, je continue de suivre ça. Ça me paraît intéressant. Alors, pour le Binance Coin. Alors, plusieurs éléments. Tout d'abord, en hebdomadaire, j'apprécie le fait que le RSI soit revenu sur 50. Là, il n'y a plus le choix. Hein. C'est moins propre d'un point de vue chartiste, mais il n'y a plus le choix sur le plan chartiste. Sur le plan de cas du momentum, il faut absolument ici arriver à tenir le niveau des 50. Alors, maintenant, en données journalières, c'est plus faiblard. Alors, on sait que beaucoup de BTC, beaucoup de cryptos ont quitté les exchanges. Forcément, ça leur fait moins de flux, ça leur fait moins de revenus pour aller sur du cold storage. Mais voilà, il y a cette ligne de tendance. Il y a eu ici une rupture. Alors, est-ce que c'est un bear trap ou pas? Je relève une divergence haussière potentielle ici en données journalières sur le BNB USD à suivre. Disons que si on était capable de réintégrer cette pattern, voilà, eh bien, on repartirait à l'assaut des 337 à court terme, mais surtout, ça n'a pas changé en données hebdomadaires sur le Binance Coin. La frontière, c'est les $350. On sait très bien que, voilà, vous savez, chaque jeton indiquera à sa façon le prochain bull run. Par exemple, moi, sur le XRP, quand ça va sauter à la hausse, ça va faire x4, x3 et ce sera le bull run. Mais pour l'instant, ça n'a pas sauté à la hausse. Il y en avait une autre comme ça qui était pas mal. Je vais vous la retrouver, c'était sur laquelle? Où est-ce qu'elle est passée? C'était pas... Oui, voilà, c'est pareil sur le LTC. Elle est là. Celle-là, lorsqu'elle sautera, ce sera beau. Bon, bah, sur le Binance Coin, c'est le niveau des $350 qui est le juge de paix. Voilà. Donc c'est pour ça que ça fait partie des choses qui m'intéressent. Et enfin, un mot sur AVAX. Alors AVAX, AVAX, en hebdo, on revient sur support. En hebdo, on a eu l'impulsion ici au-dessus des 13. Et là, on a une sorte de correction en 3 temps. Bon, c'est un peu la dernière chance pour AVAX. C'est la dernière chance. Voilà, vous avez ici donc l'impulsion qui a eu lieu en début d'année. On a fait un superbe 3 temps bien long. Alors, on y revient. Là, ici, je mets le A égale C, il passe un peu plus bas, mais voilà, on voit que le marché s'accroche à cette zone. Alors, je reste prudent parce que, bon, me dit que ça pourrait aller... 13 serait le point fractal parfait pour tenter quelque chose. Mais voilà, on a ici un mât haussier, une sorte d'ABC qu'on voit comme ça beaucoup mieux en hebdo. Bon, why not? En journalier, on a ce qui est un avalement aussi en daily. Mais voilà, c'est le niveau parfait. Pour moi, la zone parfaite, c'est 13,88. Donc voilà, je n'ai pas de confirmation là que vraiment le point bas ait été trouvé. Bon, on a ici une petite structure en canal descendant. Il faudrait vraiment faire sauter les 16 pour envisager que le marché redémarre en direction des 21. Mais bon, je comprends qu'on s'y intéresse à partir du moment où on approche de cette zone des 13,88. Qui est une zone de support. Et voilà, chers amis, ainsi s'achève le briefing de ce mardi. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, voilà. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci.